C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre Guillaume Sergent, le fondateur de la marque de vêtements de golf Elion Golf. Il va nous raconter comment lui, qui est ostéopathe de formation, a décidé finalement de se lancer dans le fashion et a créé un pantalon pour régler un problème qui était évident pour lui, puisqu'en tant qu'amateur de golf, il y avait un besoin selon lui. Il va nous raconter comment il a réussi à créer ses premiers patrons, travailler sur ses premières collections et même se lancer dans une campagne Kickstarter en France pour finalement tout arrêter en cours de route et arrêter à quelques semaines de la fin de la campagne pour devoir suivre sa femme à Shanghai et venir s'installer dans un pays qu'il ne connaît pas, avec une culture et une langue qu'il ne connaissait pas. Il arrive à Shanghai et il va nous expliquer comment en quelques semaines il a finalement trouvé son usine. Il a pu aussi trouver des mentors, de l'aide, des financements, tout un tas de choses qui sont assez surprenantes quand on voit qu'il est arrivé ici il y a maintenant à peine 2 ans. Guillaume est très positif, il est aussi certainement très têtu et c'est ça qui est la bonne chose de ce caractère, c'est qu'il n'a jamais baissé les bras jusqu'à présent, qu'il est motivé et qu'il sait aussi se remettre en cause régulièrement de manière à éviter les faux pas. On parle de beaucoup de choses, on parle de l'importance d'avoir un réseau, comment lui, il n'aurait rien pu faire sans ça, la vitesse à laquelle peuvent aller les choses ici à Shanghai, et puis on se retrouve à la fin de l'épisode pour la suite. Eh ben, bonjour Guillaume. Bonjour Greg. Merci beaucoup. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Backstage. Alors nous on se connaît depuis un petit moment maintenant. On se connaît parce qu'on est des entrepreneurs, je pense, et qu'on a réussi à, par les biais du hasard de Shanghai, à se rencontrer et se dire bah tiens il y a la possibilité d'échanger, de partager des idées. Moi ce que j'ai adoré depuis le début, c'est que tu as lancé cette marque de vêtements spécialisés autour à la base des pantalons pour le golf. Et en fait, moi, j'ai juste envie de comprendre, mais comment on se lance dans une aventure pareille. Donc, explique-moi un petit peu comment tu es arrivé en Chine et qu'est-ce que c'est que cette marque de vêtements pour les golfeurs. Très bien. Alors, comment je suis arrivé en Chine par hasard total. Ok. J'avais pas du tout espéré ça. En fait, j'ai suivi mon épouse qui a été mutée et qui travaille chez JC.Deco. Et donc... c'est assez marrant puisque en 2015, j'ai décidé de lancer ma boîte, de créer Elion. Mais mon épouse cherchait déjà un poste à l'étranger. Ah oui, donc tu as créé ta boîte en France à l'époque. Exactement, en France. Et donc, avant de commencer vraiment à 100%, de partir dans du prototypage, de commencer à démarcher des gens pour proposer ce que la marque allait offrir, j'ai attendu un peu le feu vert puisqu'on était en suspens d'un poste et d'un départ. Elle était mutée ou en... Elle était mutée. Ouais, d'accord. Elle avait postulé à un poste. Ok. Tu connaissais la Chine avant ? Pas du tout, jamais. Mon épouse, oui, elle parle chinois, elle a étudié le chinois au lycée et elle avait aussi passé un temps à Beijing, donc pour elle, Shanghai, ça offrait un certain nombre de garanties. Donc ça avait du sens quand même que vous soyez là, quoi. Exactement. Ce qui est assez marrant, c'est que donc elle n'a pas ce premier poste. Et donc moi je décide de me lancer à fond et de démarrer la boîte en France. Donc on commence à chercher tout ce qui est tissu pour lancer une marque de vêtements, ce qui est classique. Et puis vient une autre opportunité, toujours dans la même boîte pour mon épouse, et on lui dit bah finalement il y a un autre poste qui se libère. Est-ce que tu veux toujours y aller ? Et donc on en parle et elle me dit bon bah, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? T'as commencé, on y va pas. Et moi je me suis dit bah c'est une super opportunité parce que par moi-même ça aurait été très compliqué et très long avant qu'on puisse aller à l'étranger. À la fois mon côté entrepreneur avec la marque parce que aller monter une filiale, une fois que ta boîte a été montée déjà en France, ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, mon premier métier, comme tu le sais, je suis ostéopathe. Pour partir comme ça, trouver un job alors que moi je travaillais à temps partiel à Paris, c'était pas du tout d'actualité. Donc voilà. Donc on s'est dit,
allons-y. Et moi, je me suis dit, j'ai déjà un peu capitalisé sur la France. Je vais me servir de ça pour continuer le business en Chine. Ok. Ensuite, pourquoi la marque de vêtements de golf? Alors, ce qui est assez intéressant. Quel est le lien avec le golf à la base? Est-ce que tu t'es dit, tu veux lancer une marque de vêtements, ou est-ce que tout de suite c'était quelque chose autour du golf? Qu'est-ce qui est venu le premier en fait? Alors, ce qui est venu le premier, même avant le golf, c'est de créer une boîte. D'accord. En fait, ça c'est le premier truc. C'est quelque chose qui te gratouillait depuis longtemps. En fait, tu voulais le faire. Depuis toujours, en fait. Après tes études, t'as fait t'as travaillé donc en tant qu'ostéopathe pendant combien de temps alors? Après mes études d'ostéopathie, j'ai pratiqué 2 ans à plein temps. Ok. Dans le sud-est de la France, à Toulon. J'avais un ami d'enfance qui faisait une école de commerce et qui m'expliquait que les gens à Paris faisaient 45 minutes de métro pour aller voir leur kiné ostéopathe, ce qui, quand on est en province, est complètement aberrant. On ne comprend pas qu'on utilise ou qu'on fasse un transport de plus de 15 minutes. Et donc, il a commencé à me parler de l'entreprise, etc., et qu'il y avait quelque chose à faire autour de la santé au travail. C'était à l'époque en 2007. Et je me suis dit, peut-être, c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser, mais je connais pas, quoi. Je connais pas l'entreprise. Ça a l'air quelque chose de vraiment spécifique. Je suis encore jeune, j'ai 25 ans à l'époque. Je me dis, je vais continuer un peu les études. Et puis là, on a le premier symptôme, c'est finalement assez intéressant, c'est quand on a un diplôme, on n'a pas envie de suite partir au travail, quoi, parce que on est jeune, on se dit, j'ai que 25 ans, la vraie vie, on voit ses potes. Moi, je voyais tous mes potes qui étaient en école de commerce. École d'ingénieur qui était partie à l'étranger, etc. Okay. Je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et donc j'ai postulé à un master en management des ressources humaines et des organisations. J'ai été pris. Okay. Et sur la base de, je vais monter ma boîte dans la santé au travail. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, parce que je me disais, il y a un marché, et puis même en passant les entretiens dans les écoles de commerce, j'avais des gens en face de moi qui me disaient, c'est une super bonne idée. Donc je fais ce master pendant 6 mois à l'ISC Paris. Je trouve ensuite un stage classiquement, là j'étais en école de commerce au ministère des Finances. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'étais chargé de développement RH au ministère des Finances, donc c'était super. Et donc à Paris, j'arrivais, j'ai la chance de rencontrer très rapidement dans ma promotion un Italien qui est psychologue, qui est là depuis très longtemps à Paris, qui a un très bon pote à lui qui est kiné. Et donc il cherchait plus ou moins quelqu'un dans son cabinet. Et donc moi, j'étais en temps partiel et il me prêtait. Et du coup, tu as été bosser un peu là-bas. Donc voilà, donc ça me permettait de faire les deux et de pas perdre la main, comme on dit, parce que c'est vrai que parfois je rencontrais des gens qui comprenaient pas ça et qui savaient pas forcément que moi j'étais ostéopathe et quand je pratiquais. Donc à l'issue de ça, je trouve un boulot de consultant. Pour me faire la main, pour essayer de comprendre l'entreprise, etc. On a une super mission à la Direction Générale de l'Aviation Civile, dans un petit cabinet de consulting, dans les ressources humaines. Donc là, tu fais les missions de conseil d'un côté, tu fais ostéopathe à temps partiel. C'est ça. D'accord. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on touche vraiment l'organisation, la structure des missions. Et puis, je fais embaucher mon ami italien que j'ai rencontré à l'école de commerce parce que j'ai besoin de soutien, que moi j'étais le premier arrivé en tant que consultant grâce à ma connaissance de la fonction publique, grâce à mon stage d'avant, ce qui est logique. Et on monte une mission, en fait, c'était un truc qui a été abandonné depuis, puisque à l'époque, tous les ministères devaient être payés par un système global de gestion de paye qui a été abandonné depuis. Et il fallait rentrer toutes les statuts et tous les carrières des fonctionnaires du papier à l'ordinateur. Un boulot monstrueux. Au milieu de ça, nous, on sort d'école de commerce, donc on sait tout, on a tout vu, on a tout inventé, on fout le bordel dans la mission, on fout le bordel dans le cabinet qui est un petit cabinet, on fait un audit de notre propre mission, on invite donc le DG à voir ça avec le directeur de mission sans les prévenir, enfin bref, on a fait vraiment les petits cons. Et moi, je commence à parler à mon pote parce qu'on s'entend bien de ce projet-là, de création d'entreprise dans la santé au travail. Ah oui, donc tu es resté encore là-dessus. J'étais encore là-dessus à l'époque. Et on commence à bosser à côté sur ça, on commence à établir une offre. La fin de la mission arrive et lui, il n'a pas envie de rester dans ce cabinet de conseil parce que le conseil, c'est pas pour lui.
Les gens sont quand même assez particuliers. L'entreprise, moi je vois ce que c'est vrai que c'est un monde à part. Chose, ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est un langage. Une politique, généralement. Ouais, c'est ça. Donc il faut être prêt, il faut être musclé. Il n'y a pas de place pour les faibles, quoi. J'aime pas dire ça, mais c'est une réalité. Et chacun défend un bout de gras et c'est un peu dommage souvent. Bref. Je pense que c'est ça qui t'a aussi. Alors, tu étais déjà très entrepreneur, je pense, et du coup, c'est ce genre de, je vais pas dire déception, mais peut-être un petit peu qui te dit, voilà, le monde du corporate de cette manière-là, c'est pas pour moi. Il faut qu'on trouve un autre moyen, quoi. Ouais, moi je me suis dit, on peut être un bon patron, quoi. Enfin, je sais pas, on peut être un bon manager. On n'est pas obligé de crier sur les gens, de manier le bâton et la carotte. Enfin, c'était le début, quoi. À l'époque, on n'entendait pas trop parler quand même du concept de tu peux arriver à 9h, 9h30, tu repars quand tu veux. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le tout début du bien-être au travail, il faut être happy au travail, il faut faire ce qu'on aime. C'était quelque chose qui était complètement pas du tout dans les mœurs. Donc, nous, on a commencé à bosser sur une offre, donc autour de plus l'ostéopathie, les ressources humaines, classique. Et puis il est arrivé ce qui arrive à toute personne qui crée sa première boîte, on s'est engueulé. Avec ton ami. Avec mon bon pote. Vous êtes brouillé. On s'est brouillé et un temps, quoi, j'ai un peu perdu l'amitié, quoi, avec ce pote. C'était une déception, comme quand tu romps avec une petite amie. Et en même temps, ma boîte montait en compétences et donc elle était plus tournée système d'information. D'accord. Et essayer de développer une offre plus RH me propose, puisque je voulais rester et j'étais resté, une montée en compétences parce qu'ils estimaient que mon parcours professionnel était trop léger, de faire un master, ce qu'on appelle executive master. Alors, après coup, je me suis rendu compte que j'avais une relation privilégiée avec un des associés. Je pense qu'il m'a proposé ça, mais il ne croyait pas vraiment. Ok. Il s'est dit, il va aller postuler, mais il va jamais être pris. J'ai postulé, alors j'ai évidemment choisi les meilleurs, et j'ai eu la chance d'être retenu à l'ESCP. Excellent. Donc j'ai fait pendant 18 mois le Master Executive Management des grands projets, Business Consulting. Donc c'est un MBA en fait, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'ils appellent, en fait il faut avoir minimum 3 ans d'expérience. Ah, donc c'est même plus un Executive MBA. Executive Master, c'est pas vraiment un MBA, quoi, c'est vraiment, c'est un peu en dessous de MBA. Et là, ça t'a donné les clés de l'entrepreneuriat, du coup, de gérer gestion de boîte. Complètement. Et donc, entre-temps, moi, donc, on va revenir au golf. C'est que je continuais, j'avais repris le golf à Paris. Et en fait, je commençais à bien jouer au golf. Et donc, quand tu commences à bien jouer au golf, tu commences à faire des bons coups. Et il arrive une partie où je joue. Et dès le premier trou, je m'apprête à faire un birdie. Donc un birdie, c'est un coup de moins que ce qui est envisagé par le parcours. Ma balle est sale, c'est septembre. J'ai mis mon pantalon rouge préféré parce que j'adore ce pantalon d'une marque assez connue américaine. Parce que le golfeur adore être beau quand il va jouer au golf, c'est quand même un concours de mode. Et là, c'est le trou numéro 1, j'ai pas envie de me salir, quoi. J'ai pas envie de me salir. En France, alors on n'a pas la chance d'avoir comme en Chine les caddies qui sont là, donc on se tire notre propre chariot, etc. Il y a quand même une gestion aussi par rapport au parcours pour pas abîmer le parcours. Et donc mon chariot avec ma balle avec ma serviette pour nettoyer ma balle est très loin. Donc j'ai la flemme, j'envisage toutes les solutions pour essuyer cette balle. Je l'essuie un peu avec ma main, avec l'herbe mais qui est humide, donc j'ai pas un résultat hyper satisfaisant. Et puis au moment de me préparer à ce coup, qui est hyper important, d'étudier la ligne de putt, désolé d'être un peu trop technique, mais c'est à moi de jouer. Et les gens qui sont dans la partie me disent bon allez Guillaume, là faut jouer. Et les gens qui sont derrière me crient dessus. Et donc moi j'ai pas eu le temps de regarder mon coup, je joue vite, je loupe et je pars. Au lieu de partir avec -1 par rapport à ce qui est demandé, je repars avec +1. Ah ok. Et alors là je suis complètement dingue. Pendant les 5 trous d'après, je pense qu'à ça. Et à la fin de la partie, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je vais aller m'acheter un truc, je vais taper sur internet en rentrant, il doit bien avoir quelque chose pour nettoyer la balle qui existe, quoi. Et là, je cherche et en fait, il y a rien. Enfin, il y a des choses, mais qui sont très moches.
Donc en gros, ce que tu veux dire pour ceux qui connaissent rien au golf, c'est que tu essuies la balle avec une sorte de serviette. C'est ça. À la base. Et en fait, c'est généralement des grosses serviettes, ça peut pas être un mouchoir que tu as dans la poche, quoi. Ça peut être un mouchoir que tu as dans la poche, mais du coup, ça va faire une boule qui va pas du tout être confortable quand tu effectues tout ton swing et toute ta marche, et qui peut gêner. Je comprends. Donc généralement, c'est pour ça que tu laisses ta serviette, le torchon que tu utilises, tu le laisses au caddie exactement, ou accroché à ton sac. Tu as une petite serviette assez petite, et il y a un format qui est fait, qui existe. Et donc je me balade sur internet et tu trouves rien. Je trouve rien. Il y a des petits porte-clés où ils accrochent des mouchoirs mais qui pendouillent, et moi j'aime bien le style. Bon, enfin voilà, donc je me dis Noé, c'est pas pour moi, puis ça va balancer, ça va me gêner. Il y a une espèce de poche qui existe aux US, qui a été faite. Bon voilà, mais pas pratique, quoi. J'en parle à mes amis, on discute beaucoup et on se rend compte. Et je me rends compte qu'en fait, les gens n'achètent pas de pantalons de marque de vêtements de golf. Ok. Donc ils jouent avec des pantalons qui ne sont pas pour le golf à la base. Zara, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, en fonction de ton budget, en fait, tu t'achètes un pantalon avec lequel tu vas jouer au golf où il n'est pas trop moche, il est un peu confortable. D'accord. Et voilà. Mais très très peu de marques de vêtements de golf, parce qu'ils sont soit trop flashy, soit ils sont trop sport. Et du coup, les gens ne vont pas acheter ça, ils vont pas aller mettre entre 80 et 150 euros dans un pantalon, sauf s'ils ont vraiment les moyens de golf, qui vont mettre, on va dire, entre 4 et 12 fois par an, quoi. Et oui, d'accord. Et parce que le golf, en plus, quand on est golfeur, on est businessman, on est commercial, on est executive manager. Derrière, on a le repas, on joue le dimanche, on a le repas familial, on enchaîne vite, on a envie d'arriver d'être prêt. Et donc pas forcément de garder ton pantalon de sport pour passer du terrain, enfin du club de golf à un repas familial ou à un rendez-vous derrière, quoi. Complètement. Et donc à partir de là, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que le golfeur, c'est quelqu'un qui va trouver des excuses quand il fait un mauvais coup. Si je donne ou si je fais un objet qui s'intègre pas au pantalon, ça va pas marcher, quoi. Parce que oui, ça va être simple, je vais mettre une espèce de petit goodies qu'on va acheter 20 euros au clubhouse, mais la majorité des golfeurs ne s'échauffent pas au début. Ils vont faire leur premier coup, ils vont mettre dans l'eau et ils vont trouver une excuse toute cuite en disant mais c'est ce truc là, évidemment ils vont être plus relâchés au trou numéro 2, ça va être parfait, ils vont l'avoir l'enlevé, fait voilà, c'était ça en fait, ça me gênait, c'est pas pratique. Et puis le lendemain ils vont avoir leur pote qui va vouloir acheter ça, ils vont dire non, on l'achète pas, c'est une merde, ça m'a gêné, donc voilà. Donc on a réfléchi à intégrer finalement un objet en plus sur le pantalon pour qu'il soit adapté à la pratique du golf. Et aussi je me disais il faut aussi que cet objet soit amovible pour que après, quand on est dans la vie civile, ça se voit pas. Tu puisses enlever. Et après, la troisième aussi vision, c'est de dire, moi je suis golfeur, le golfeur est hyper fier. On est très fier d'appartenir à cette communauté. En soirée, j'ai l'habitude de dire quand je raconte toutes ces histoires, c'est qu'il faut absolument pas que je rencontre un golfeur, parce que sinon ma soirée elle est fichue. Et là, on va parler que golf. Et donc on est quand même très fier de montrer qu'on fait du golf. Et on n'a pas de marque de vêtements. Il n'y a pas de marque de vêtements sur le marché qui disent nous on a une ADN golf. D'accord, Nike, ils viennent du running, du basketball. Ralph Lauren, ils ont une histoire plutôt, on va dire, des étudiants. Ils sont arrivés, ils ont commencé par la cravate, etc. Zara, Zara, c'est du retail. Voilà, Adidas, Puma, mais ils n'ont pas d'ADN. On n'arrive pas, on pourrait pas dire. Je pourrais te demander, est-ce que tu connais quelle est la marque? Non. Et donc, à partir de là, je me suis dit, voilà, je vais créer une marque où on aura une identité, où on va faire des produits qui vont être quand même plutôt élégants, propres, qui vont répondre à une demande technique du golf, et ce qui est, on va dire, demandé en qualité confort, technique, contrainte des éléments naturels, pourra être reporté dans la vie civile. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire comment on fait un pantalon, comment on crée une marque de vêtements. Mais dans ta réflexion, tu es parti d'un problème d'avoir on va très simplifier, une serviette pour nettoyer une balle. Et en fait, de là où faire une serviette, c'est moins compliqué que du coup faire un pantalon. Serviette, il n'y a pas de taille. Pantalon, tu as des tailles.
Et en fait, à chaque fois, tu te dis bon, bah en fait, le problème avec ça, on n'en règle qu'une seule partie. Donc, je suis obligé d'aller au niveau, d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire c'est pas que la serviette ou la poche, mais c'est d'avoir le pantalon qui va avec. Et donc après, le pantalon, tu rentres dans d'autres problèmes techniques. Et j'ai l'impression que t'as pas passé ton enfance à coudre et à coudre des pantalons dans ton jardin, tu vois, ou avec ta grand-mère. Donc, comment tu t'es dit bon bah ok, on va aller faire un pantalon et bah, comment on fait un pantalon quoi? Alors, la chance que j'ai, c'est que quand même, moi j'aime quand même plutôt la mode. D'accord. Donc tu suivais ça déjà. Je suivais un peu la mode. Je suis pas trop du genre à me faire acheter mes chaussettes et mes pantalons et mes habits par ma mère ou par mes petits amis. Donc j'ai toujours choisi, j'ai toujours eu un goût pour la mode. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est finalement le toucher. Je suis ostéopathe et en fait, sourcer des tissus, je retrouvais et je me servais de quelque chose qui était déjà en moi, quoi. Okay. Et j'éprouvais un certain plaisir à aller toucher les tissus. Donc c'était assez intéressant. J'ai découvert ça complètement par hasard. Et ensuite, à Paris, c'est un peu comme à Shanghai, quoi. Tu vas dans le sentier, tu as des rouleaux, tu peux acheter au mètre. Et après, donc la transformation. Alors là, j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai des amis qui ont lancé une marque de vêtements aussi en France, qui ont commencé avec des maillots de bain. Ça s'appelle Cigale. Okay. Donc voilà, au passage, j'invite tout le monde à aller voir. C'est une super marque qui vient du sud de la France. Et donc eux, je les ai rencontrés, je les ai appelés, quoi. C'est des amis de mon frère et je les ai rencontrés. Je leur ai dit bon ben voilà, j'ai cette idée. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Okay. Vous, quelles expériences, quels problèmes vous avez eu avec votre maillot de bain? Quelles sont les choses à faire, à ne pas faire? Et là, j'ai eu plein de bons conseils, quoi. Plein de bons conseils, notamment sur tout ce qui est sizing. En fait, eux, ils m'ont vraiment recommandé de faire ce qu'on appelle une gradation. Donc, en fait, de payer une personne qui va, grâce à un software, faire toutes les tailles du S au XXL de manière quasi parfaite sur un paper pattern. Et à partir de là, envoyer ça à l'usine et après lancer ta production. Donc là, c'était la première étape. Mais comment tu as fait pour, à la base, il a fallu dessiner ce pantalon-là parce qu'il a une coupe particulière, il a un style particulier. C'est toi qui l'as fait ou? Ah, c'est moi qui l'ai fait, ouais. C'est moi qui l'ai fait. Le pantalon, en fait, la coupe, je me suis dit, moi, je veux un pantalon comme mon pantalon préféré, quoi. D'accord. Comme le chino que tu adores porter, qui est chic et décontracté, de tous les jours. Ensuite, il est venu le design de la poche. Et oui. Et là, c'était là en fait là où il y avait le plus gros boulot. Donc en fait, j'ai dessiné. Je commençais par dessiner une poche horizontale, oblique. Je savais pas trop ce qui allait marcher. Okay. Et donc on a fait un premier pantalon. J'ai trouvé une patronnière qui a cousu elle-même le pantalon avec donc de la gabardine en tissu. Donc tu vois, c'est ce qui est fait généralement pour les parkas. Donc un tissu hyper lourd, complètement horrible. Et on a testé plusieurs sens de poche. D'accord. Donc plus poche de jean. Donc les gens peuvent s'imaginer une poche de jean plutôt droite, horizontale. Parce qu'on se disait finalement quand on va nettoyer la balle, ça va être plus pratique. En fait, pas du tout. On s'est aperçu que c'était pas du tout bon sur les tests. Moi, j'ai essayé, ça marchait pas. C'était pas fluide. Donc, on a essayé de se dire comment on fait on fait quel mouvement? Et finalement, l'oblique, la poche classique du chino d'ailleurs, marchait très bien. Donc après, on a posé en oblique. On a mis une petite patte pour cacher la fermeture éclair pour que ce soit pas ou peu visible. Et je pense que ça, c'est quand même une des réussites du pantalon. C'est-à-dire que quand on enlève la poche, les gens ne se rendent pas compte et me demandent souvent « Ah, il est où le zip? Elle est où la poche ?» Donc c'est assez marrant. Et voilà. Et après, il a fallu quand même aussi trouver le tissu à l'intérieur qui nettoie suffisamment, qui paraissent aussi techniques. Donc là aussi, ça a été pareil, il faut sourcer. T'as mis combien de temps entre le moment où tu as eu l'idée du pantalon et d'avoir quelque chose par tous les essais? Parce que tu as dû en faire plein, des samples, j'imagine, des patrons, la poche d'un côté, de l'autre. Enfin, tu as mis combien de temps pour faire tout ça, quoi?
Alors l'idée c'est assez marrant parce que je l'ai eu vraiment genre peut-être en 2012 quoi, donc ça a été quand même il y a très très longtemps là maintenant, et vraiment j'ai commencé à chercher tout ça peut-être 2 ans après, et après on a mis bien 6 mois à trouver, à dessiner, etc. le bon, la bonne forme, la bonne coupe, le bon tissu aussi de pantalon, parce qu'après il a fallu trouver un tissu de pantalon. Moi j'avais une idée précise quoi. Je voulais pas trop d'élastane, un peu de polyamide et du coton, et donc là c'était vraiment une course. Et là tu vois, j'y connaissais rien quoi, typiquement. Et c'est là où j'ai changé avec mes potes en fait, qui avaient déjà créé la marque. Et c'est là où ils m'ont donné des super conseils, parce que ils m'ont dit, nous on a fait une erreur, on a pris un tissu trop cher sur le premier prototype. Et en gros, les gens qui ont acheté le premier prototype de ce maillot de bain, ils ont eu un truc mais de l'espace. Et par rapport au prix, ça les valait pas. Ils ne gagnaient pas d'argent dessus. Ils gagnaient pas d'argent. Le problème c'est qu'après, comment tu redescends en qualité et tu perds tes premiers clients quoi. C'est ça, exactement. Et donc du coup, ils m'ont dit, fais attention Guillaume à ça. Ne vise pas trop haut, etc. Et donc à Paris, on a une super expo qui s'appelle, j'ai perdu le nom. Pour les textiles. Pour les textiles, c'est bon, je sais pas, on s'en fout. Et donc moi, je suis allé dans ce grand parc des expositions dans le 93, et puis là, t'arrives et puis tu fais bon ben. J'étais avec mon pote, et puis il m'a donné quand même le conseil, il m'a dit bon allez, tu vas par là. Ça reste quand même immense. Il m'a grossi, mais en gros il y avait 4 grands halls où tu as genre que les trims, donc boutons, zippers, tout ce que tu veux. Ensuite un autre endroit où tu as tout ce qui va être packaging, etc. Et après tu as tous les tissus que tu veux, de la dentelle jusqu'à pour la côte quoi, et la flanelle, etc. Et donc ça, là c'était vraiment, tu vas chercher, mais encore une fois, là, moi mon pote il me fait déjà une présélection quoi. Il me dit va voir là, attention à eux, ils sont chers, voilà. Et donc là, moi je tombe et je vais voir pas mal de fabricants, et je tombe sur Schuller, donc qui est un fabricant suisse-allemand qui bosse avec plein de grandes marques, Nike et Aigle notamment. D'accord. Et je trouve donc le tissu qui est maintenant le tissu du pantalon Elion, 48% coton, 49% élastane, polyamide et 3% élastane. Et là, le rendu en fait, c'est comme si quand tu tombes nez à nez avec la femme de ta vie quoi. Tu savais que c'était ça quoi. Tu vois l'allure, l'aspect, c'était ni brillant ni trop mat. On avait quand même un aspect sport. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est lui, c'est ce que je veux, etc. Bon, le prix, très cher. Voilà. Donc voilà, ça posait quand même le problème. Avant, j'avais testé un autre produit italien qui était bien, mais on n'avait pas cette qualité-là, on n'avait pas ce rendu-là. On n'avait pas aussi toutes les fonctions techniques là qu'il y a, donc water repellent, stain repellent, UV stop. On n'avait pas tout ça. Et donc j'ai décidé d'aller dans ça quoi. Et donc là c'est venu la phase 2, c'est de trouver des usines en Europe. Et donc en fait dans ce superbe salon tu as aussi les gens qui peuvent produire. Et donc du coup on a fait des prototypes au Portugal, en Pologne. Ok, d'accord. Et donc là donc ça c'était la première série finalement. Ouais, c'était la première étape. Première étape. Et donc j'étais pas trop mécontent du rendu. On s'est aperçu quand même qu'on avait un léger souci, c'est qu'à la coupe, comme on a de l'élastane, ça réduit. C'était un peu petit. Donc en fait, le premier pantalon, déjà, quand ils m'ont été livrés, moi je pouvais, heureusement j'avais commandé plusieurs tailles pour tester des tailles, et en fait j'étais obligé de porter une taille de plus que ce que je devais faire en théorie. Donc là c'était un peu le stress, il a fallu voir et gérer avec ma patronnière, de dire bon qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça. Là, pareil avec l'atelier, dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe.
Ouais. Pourquoi ça fait ça? Et puis là, il t'explique en fait que ça réduit, etc. Donc tu es obligé de modifier ton paper pattern. Et donc stress. Et donc là, c'est la grande époque de Kickstarter. Et donc je lance en fait un Kickstarter. Enfin, je veux lancer un Kickstarter. Je prends la décision, et puis là on revient à ce que j'ai dit au départ, c'est que je prends la décision de le lancer en France. Et oui, ouais. Mais on va partir, et en fait je suis très entêté comme garçon. C'est un peu un défaut, et enfin une qualité, c'est que je vois pas le danger, quoi. D'accord. Et en fait je me suis dit on va le lancer quand même. On verra bien, quoi. On verra, je vais y arriver. Tout le monde lance des Kickstarter, pourquoi pas moi, quoi. Et en fait au milieu du gué, ça avançait bien. On avait atteint déjà plus de 100 en pré-vente. J'organisais beaucoup d'événements, ça vendait pas trop mal, mais il nous restait 3 semaines avant le départ. Avant que tu partais. Et là, j'ai réalisé que je pouvais pas continuer, quoi. En fait, c'était pas possible parce que si on complétait le Kickstarter, j'allais au-devant de, je pense, graves problèmes. Ben oui, parce qu'en fait, tu allais devoir continuer à produire en Europe. Toi, tu allais maintenant t'installer en Chine. Tes clients étaient surtout en France, puisque ton Kickstarter était fait pour la France. Complètement. Donc, comment tu allais en plus entretenir la communauté, les événements, etc., alors que tu n'étais pas sur place, quoi. C'était pas possible. C'était pas possible. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter Kickstarter. Je l'ai laissé mourir. Ouais. Et c'était dur parce que je me suis dit, mais j'abandonne ces gens, quoi. Ces gens qui m'ont fait confiance, même si c'est ton premier, deuxième cercle. J'avais réussi. C'était followers, quoi. C'était fans, quoi. C'était quand même des premiers potentiels clients qui étaient là. Et en fait, je leur ai fait un mail en leur expliquant la situation. Et j'ai été hyper surpris des retours, quoi. Les gens m'ont dit c'est pas grave, on reste là, dis-nous quand le produit sera disponible. Et ça, du coup, ça m'a conforté dans mon choix. Ok. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit ok, super. J'ai encore des gens qui sont là-bas. Partons à l'aventure en Chine. En plus, moi, j'avais déjà quand même un peu eu des retours sur ce qui se fait en Chine en termes de textile. Ouais. Mais c'est juste qu'on te disait si t'as pas 10 000 pièces, on te parle pas. Tu vas avoir du mal à trouver un fournisseur, ouais, c'est sûr. Donc du coup, je me suis dit en étant là-bas, peut-être que j'aurai plus de contacts et ça va faire. Et donc voilà. Et donc je suis parti de France en ayant quand même signé 2 agreements de golf qui vont distribuer nos pantalons et qui les distribuent maintenant. Donc toi, tu avais fait, pour revenir là-dessus, donc ce que tu as fait en Europe avec les 2 fournisseurs au Portugal et en Pologne, donc ça c'était pour tes premières séries, en fait ta première collection, on va appeler. Ensuite, donc celle-là, tu avais tout produit déjà? Tu avais un stock? Non, tu n'avais pas lancé du coup? Non, j'avais pas lancé, en fait c'est le concept du Kickstarter. Eh oui, d'accord. Là, moi, j'étais un peu en mode entrepreneur. Est-ce que tu vendais, tu disais, on avait fait quelques ventes sur des events ou quoi que ce soit? En fait, on faisait que de la pré-vente. On utilisait notre Kickstarter pour faire. On était en pré-vente totale. Donc, moi, j'avais fait génial. Toutes les tailles. Donc, tous les gens pouvaient essayer les tailles. Tu avais des échantillons, quoi, du coup. Des échantillons. Ouais. Et ils choisissaient. On n'avait plus qu'à choisir la taille. Excellent. Et voilà, c'est la beauté du Kickstarter. Et donc, du coup, tu as eu juste à arrêter le Kickstarter, ou le laisser mourir, comme tu dis. T'es arrivé en Chine et du coup tout de suite en Chine tu t'es dit que c'était pas une option, il fallait relancer ça d'ici, quoi. Ouais. Tout de suite tu t'es dit allez on y va, je connais pas la Chine, je connais pas l'usine, je parle pas chinois et je fonce. ça me paraît bien. Non mais en plus maintenant quand tu dis je suis un garçon très entêté, je repense à, tu vois, j'écoute ton histoire et je vois tous les détails et je me dis faut quand même y aller, quoi. C'est-à-dire que tu as passé déjà 2 ans à réfléchir à l'idée. C'est-à-dire que l'idée, tu te dis, c'est une bonne idée. Puis, tu sais, il y a plein de gens qui ont plein d'idées tous les jours. Mais combien en font quelque chose? Et toi, tu as gardé ça, ça a mûri, tu en as parlé autour de toi. Les gens ont dit, c'est pas bête du tout. Et puis, au bout de 2 ans, tu te dis, tu sais quoi, en fait, on va aller chercher des tissus, on va aller commencer à réfléchir à tout ça et on va y aller, quoi. T'es têtu. Ouais. Et donc, t'es arrivé en Chine et comment t'as fait alors parce que tu connaissais personne non plus quand t'es arrivé? Alors, j'avais la chance de connaître une personne puisque j'ai un de mes meilleurs amis, d'ailleurs, ce même ami qui a fait l'école de commerce, le remède, Jean-Christophe, qui maintenant bosse aux États-Unis, qui avait passé 3 ans ici. Et donc, il y avait une petite amie chinoise à l'époque que j'avais rencontrée, donc j'avais gardé contact grâce à notre ami Facebook. Et donc, j'avais un point de contact ici.
Et mon épouse aussi avait un point de contact, une Française qui bosse chez JC Deco, qui bossait chez JC Deco. Et je me suis dit, je vais continuer, on va voir, on va arriver sur place. Tu verras bien, quoi. On verra, quoi. Et donc, tu connais mieux la Chine que moi, qu'en fait, ça a été fou, quoi. Ça a été fou parce que ma seule obsession quand je suis arrivé, c'est t'as tout, t'as juste à trouver une usine. Donc tu vas arriver, on va te présenter des gens, il faut que tu cherches ça. Donc j'aime bien il y a juste à trouver une usine. C'est le juste, il est juste génial parce que il y a juste à trouver une usine en Chine, quoi. Et c'est au début, quand t'es pas en Chine, tu te dis c'est bon, il y a juste à trouver une usine. Et maintenant que t'es en Chine, tu dis oh là 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 là. Oui, mais parce que en fait c'est la beauté de ce que je te disais de mon défaut, c'est que moi je vois pas les dangers. Ouais, tu fonces. Je fonce. Pour moi c'est pas un problème. Je me suis dit non, pourquoi j'y arriverais pas, tu vois, c'est juste en plus tu rencontres les gens au début, tu racontes ton histoire, tout le monde est hyper enthousiaste. Bien sûr. Hein. Moi les débuts en Chine j'ai adoré, donc c'était WeChat, tu rencontres des gens donc dans des verres, dans des événements, tu parles de ton projet 2 secondes, on te dit tu fais ça, je te mets en rapport avec telle personne, la personne elle te renvoie directement un message dans les 20 minutes en te proposant un café le lendemain matin, quoi. Moi j'adore ça, j'ai adoré ce concept. T'es pas obligé d'écrire un mail que tu fais relire à ta mère, ta meilleure amie qui a fait un bachelor / un PhD d'orthographe parce que t'es comme ça, pour attendre 15 jours, relancer un mail pour te proposer un rendez-vous dans 15 jours. En fait il s'est écoulé un mois et demi, quoi. Super, quoi. Donc non. Et donc ce qui s'est passé, encore là, la beauté et la chance, c'est que j'ai trouvé mon usine en 15 jours. Comment? Grâce aux filles de Môme, que je salue d'ailleurs. Ouais. Donc moi j'habite à Chiaotong University, et donc j'allais dans un café là-bas, et je vois un shooting qui se fait. Donc je passe, et puis je vois que c'est des fringues, je vois que c'est des occidentaux. Super, ils vont me filer des conseils, quoi. J'arrive, elles sont françaises. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Allez. Et on commence à parler, et je leur explique mon projet, et elles me disent nous on a un atelier, la fille est super, elle parle anglais, elle est top. Je la voyais 2 jours après, et 3 semaines après j'avais mon premier prototype. C'était parti, quoi. Et j'avais trouvé mon atelier. Donc c'était super. Ça a été rapide. Ouais. C'était très rapide. Mais le réseau et la rapidité que tu as à Shanghai, ce que tu disais, c'est c'est marrant, on en parlait aussi sur un autre interview. C'est que en Chine, tu as accès à peu près à n'importe qui, quel que soit le niveau de cette personne-là dans une société, dans la même communauté, on va dire communauté française ou autre, et tu as vraiment accès très facilement à ces gens-là qui, comme tu dis, tout de suite, ils vont te dire prenons un café. Mais c'est pas prenons un café dans 3 semaines, c'est faisons-le. D'ailleurs, il vaut mieux que ça soit fait tout de suite, c'est meilleur signe, parce qu'au moins il y a un vrai intérêt, parce que si ça prend 3 semaines, c'est bon, les gens ils oublient. Et là, toi, tu as réussi à très rapidement surfer sur cette vague-là, et donc quelques semaines après ton arrivée en Chine, tu avais réglé déjà plein de problèmes grâce à ça, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que moi, j'ai pas encore interviewé de gens qui ont lancé un projet en France et lancé un projet en Chine, d'accord, pour de vrai. Donc toi, tu as fait les deux. Donc, tu as vu la communauté entrepreneuriale parisienne, tu as vu comment ça s'est passé, tu as voulu faire plein de choses avec Kickstarter. Et finalement, quelle est la grosse différence? Si on prend le truc à l'envers, c'est qu'est-ce que tu avais à Paris que tu n'as pas trouvé ici? Ici, à Paris, c'est tellement la mode. Enfin, là, je sais plus, maintenant, ça fait 2 ans, mais moi, à l'époque, donc c'était il y a un peu plus en 2015, donc c'était il y a 4 ans. Tout le monde, il y a plein d'incubateurs, de structures. Okay. On est un État quand même qui aide beaucoup. Ouais. Et donc du coup, tu as plein de structures administratives étatiques qui sont là. Donc Réseau Entreprendre, Paris-Île-de-France. Et moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, en fait, qui m'ont dit tiens, on va t'aider, on va avoir un petit prêt. Tu vas dans ta banque, on va monter la BPI, etc. Donc en fait, tu as une structure administrative qui est assez présente. Et du coup, de l'accès au financement, clairement, parce que ici en Chine c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et donc tu as un accès au financement en France qui est assez facile, on va dire.
Et alors là, moi je trouve que c'est un reproche que je vais faire à la France. On perfuse, il y a beaucoup de startups qui sont perfusées aux subventions et ça c'est un effet pervers énorme et je pense que dans pas longtemps on va avoir des mauvaises surprises en France. Je suis entièrement d'accord. Dans ça, et d'ailleurs il y a un super bouquin qui est sorti là il y a peu de temps où c'est deux mecs qui ont écrit un livre un peu en dénonçant ça et en essayant de tourner plus autour de la responsabilité sociale et environnementale. D'accord. Alors, clairement, on dirait qu'ils veulent quand même un peu vendre leur concept. Mais il y a pas mal de vérités, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu pas mal d'articles passer sur ça. Et je crois que voilà, c'est un peu la différence entre la France et la Chine. J'ai l'impression qu'en France, en fait, tu ne peux pas bootstrapper. D'accord. Tu bootstrapes peu. Parce que tu as accès à des mini-fonds immédiatement. Exactement, en fait. exactement. Rapidement, tu peux avoir des fonds et donc rapidement, tu as un revenu, donc rapidement, tu peux doubler en fait. Moi, ce qui me choquait, c'est quand je rencontrais ces gens des régions et tout ça, ils me disaient, bon, ben, c'est simple, on va avoir une première subvention de 9 000 qui vont te permettre d'avoir 18 000, puis avec ces 18 000, tu vas avoir 36 000, puis avec ces 36 000, tu vas avoir 120 000. Ouais, tu passes ta vie avec des subventions, quoi. Ouais, et puis en plus, tu remplis des papiers, c'est super chronophage, c'est super long. Bon, bref. Mais du coup, le problème, c'est que ça a tendance à vouloir faciliter la démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que tu as une idée derrière la tête, et ben tu vas avoir l'accès à des mini-financements qui vont te permettre de te lancer. Le problème qu'il y a, c'est que je me rappelle avoir lu un article qui était assez génial où quelqu'un avait levé 100 000 euros sur un projet, mais ça voulait vraiment pas dire que 100 000 euros qu'elle avait levé validaient son projet. Ça veut pas dire que son projet il est bon et que ça va être génial, c'est qu'aujourd'hui c'est assez facile de lever de l'argent, en France en tout cas, ou d'avoir accès à de l'argent. Et du coup, ça validait pas du tout le fait que son projet soit bon ou pas. C'est juste que c'est la capacité à remplir des dossiers, comme tu le dis, quoi. Et donc c'est vrai qu'en Chine, comme tu n'as pas accès à cet argent-là, tu es obligé de bootstrapper. Donc c'est très vite. Donc tu es obligé de bootstrapper et tu es obligé de réaliser des ventes. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc s'il y a des ventes, ça veut dire que ton projet il fonctionne. S'il n'y a pas de vente, bah, on passe à autre chose, quoi. Ouais. Et parce qu'en plus, moi en arrivant ici, fort de ce que j'avais fait en France, je me suis dit, on attend que moi, quoi. Lol, quelle erreur. Mais et donc du coup, en fait, j'ai changé ma stratégie. Donc, alors qu'en France, j'étais en mode justement bootstrapping, on va faire des ventes rapidement grâce à Kickstarter, montrer qu'on a un intérêt pour après passer au passage suivant. Je me suis dit, bah non, ça je l'ai déjà fait en France. Donc en fait, ici, je vais chercher directement des fonds. Ok. Et ça a été une erreur. Et d'ailleurs, je me rappelle, on s'est rencontrés à ce moment-là. À ce moment-là. Pendant 9 mois, j'ai fait ça. Pendant 9 mois, j'ai fait ça. J'ai cherché. Bon, je me suis associé avec une personne, ça n'a pas marché. Et je me suis entêté sur ça. Et c'était une erreur. Et on a pitché. J'ai pas mal pitché devant des gens. Il y a deux personnes que je pense que je pense à eux à chaque fois. C'est Thomas Guillemot et Johan, que tu connais très bien. Ouais. Qui m'ont dit, mais les gars, faites vos sans-pantalons, vous allez les vendre. Et puis voilà. Et puis nous, à l'époque, moi, on dit non, on l'a déjà fait, on a validé. Et en fait, c'était une erreur. Et ils avaient raison. Et ils avaient raison, quoi. Et je pense encore à eux. Et j'étais, en sortant de ce rendez-vous, j'étais énervé, quoi. J'étais énervé parce que je disais, mais ce qu'on a fait avant, ce que j'ai fait avant, c'est pas du vent, quoi. Ouais. Pourquoi Et en fait, non, en fait, ils avaient raison, il fallait faire du chiffre, il fallait faire ça. Et donc, en fait, par chance, ce qui s'est passé... Le problème, c'est que faire sans pantalon, ça coûte quand même de l'argent. Voilà, donc, il faut un minimum pour aller les faire, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, moi, j'avais pas cet argent, quoi. J'avais pas du tout cet argent. Et bon, bah, il y a mon épouse et mon amie chinoise, dont on a parlé, qui m'ont fait un prêt. Ok. Et j'ai pu réaliser ces 100 pantalons. D'accord, donc là tu as tes 100 pantalons, maintenant ils sont livrés et il a fallu les vendre. C'est ça, et là il faut les vendre, quoi, parce que... et là il n'y a pas de Kickstarter. Il n'y a pas de Kickstarter, tes amis, clairement, oui tu t'es fait des connaissances, mais clairement ils vont pas l'acheter pour tes beaux yeux, quoi. Le pantalon, en plus on est quand même une marque qui est plutôt premium, donc le pantalon, le prix de vente c'est normalement 1800 RMB, donc c'est quand même assez, c'est un coût assez élevé.
même si on a une politique, puisque en Chine, le chinois aime beaucoup le discount. Ouais. Donc Tu discountes facilement. On discounte facilement à 1500 RMB. Et après, on a d'autres offres en fonction des calendriers classiques de la mode. Et, alors, comment tu as vendu ces 100 pantalons? Alors, comment j'ai vendu ces 100 pantalons? D'ailleurs, je les ai pas encore tous vendus. Et on les a vendus en bouche à oreille, puisque moi j'avais commencé à créer une vraie communauté autour du golf. Il y avait pas mal de gens qui avaient essayé les prototypes. D'accord. Donc il y a quand même eu un réseau qui a été fait, quoi, proche. Ensuite, j'ai trouvé 2 magasins qui ont des corners et Lyon maintenant. Donc un à Huangqing Gongyuan, donc c'est dans le nord de Shanghai, sur la donc ligne dans les 8. clubs. Ouais, directement dans les clubs. Et un autre près d'un autre driving range près de l'aéroport de Hongqiao. D'accord. Donc là, on a fait l'essentiel de 30% de nos ventes. Via ces corners. Via ces corners-là. Et sinon, on fait de la vente online ou de la vente par WeChat classique. D'accord. Et voilà. Mais entre-temps, quand même, ce que j'ai omis, c'est que donc je courais tous les pitch contests qui existaient. Oui, tous les concours pour entrepreneurs où il y avait un peu d'argent à gagner, quoi. Où il y a un gars qui faut un gars qui pitch sa boîte. Alors c'est ça aussi le problème, c'est que, enfin, je me rappelle, on a eu cette conversation-là où la French Tech ayant le vent en poupe, aujourd'hui, les gens ils vont mettre de l'argent ou ils vont investir du temps ou quoi que ce soit dans de la tech. Et toi, t'es pas dans la tech. Et ça, ça a été un mur que tu as pris régulièrement. Ça a été assez difficile, justement, d'imposer quelque chose qui soit pas tech. Oui, clairement. Comme tu le dis, en fait, si t'es pas tech, t'es pas sexy. Et une plateforme, c'est une plateforme, mais les gens n'investissent pas dans une plateforme ou dans un site web, clairement. Oui, parce que c'est juste un site marchand, donc c'est ça. Et les gens te donnent des conseils en disant, je sais pas, fais un vêtement connecté. Ouais, voilà, mettre de l'IoT. Ouais, super. Mais juste, les gars, est-ce que vous pensez pas que Nike, qui est quand même la plus grosse boîte de textile, a sûrement embauché les meilleurs ingénieurs, s'ils ont toujours pas sorti un vêtement connecté, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est possible? À mon avis, on n'a pas quelque chose de fiable encore. Et donc, je veux dire, moi j'ai pensé à ça. J'ai pensé parce qu'en France c'était la même remarque. Ouais. Et j'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit, non, ça passera par ailleurs. Et là on est en train de travailler justement sur des projets plutôt de distribution alternatif, plutôt tech, où on va jouer sur des communautés, on va essayer de sortir une app qui joue sur ça justement. D'accord. Et là oui, on sera un peu tech. On verra après, peut-être que demain, Lyon ne sera plus une marque de vêtements. Ah ouais, ce sera autre chose. Ce sera une communauté de golf. Regarde SF Express, aujourd'hui, donc les coursiers là, de partout, et aujourd'hui, c'est plus une boîte de coursiers, c'est une boîte tech. Parce que c'est surtout de l'optimisation des data, etc. Donc tout à fait, tu peux partir d'un outil ou d'un produit, ce que tu veux, et en fait de l'emmener dans une dimension qui soit complètement différente, plus en lien avec la communauté de clients que tu as actuels. Et du coup, je t'avais coupé, je suis désolé, donc tu as participé à plein de concours de pitch, et il y en a un en particulier qui a été plutôt bon. Exactement. J'étais retenu en fait après ma deuxième candidature donc à l'Investor Club de la CCIFC, de la Chambre de commerce de France, à Shanghai. Et lors de cette finale de concours de pitch, on était 3, et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est dans le retail, qui est l'ancien PDG de Cache-Cache, qui est devenu mon mentor associé, donc Stéphane Torque. Et il y a pire comme contact dans le domaine. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer à ce moment-là. En fait, je l'ai pas vu le jour où j'ai pitché. Il est parti avant, et c'est Morgane de la CCI qui m'a donné sa carte, qui m'a dit il faut que tu le contactes. Excellent. Il aimerait en savoir plus. Donc j'ai envoyé tout mon pitch, etc. Et donc c'était pile le moment avril-mai où on sortait la première collection. Donc on a gardé le contact. On parlait par WeChat, on parlait. Il me demandait comment ça allait les vendre, comment j'allais marketer, vendre, tout ça. Et puis on s'est vu en juillet. On s'était croisés dans un autre événement de French Founders, mais rapidement.
Et là, on a discuté sérieusement, d'où on était des ventes. J'avais déjà fait des ventes, donc c'était assez encourageant. Il a fini par me dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Ouais. Et moi, là, j'étais genre juste aux anges. Et j'ai dit, j'aimerais bien que tu sois mon mentor, etc. Et puis voilà. Et donc là, maintenant, il m'apporte son expertise du retail. Quel est peut-être le meilleur conseil qu'il t'ait donné jusqu'à présent? C'est une challenge sur tout le modèle de distribution. D'accord. Tout le temps en me disant comment tu fais tes ventes, comment on peut arriver et passer au niveau supérieur. Ton réseau de distribution, il insiste tout le temps, ton réseau de distribution, trouve des partenariats. En fait, il me pousse à me diversifier, à lever la tête. Et en fait, tu connais ça, tu vois, on est tout le temps plongé dans nos trucs. Et on prend pas assez le temps, quoi. On prend pas assez le temps de se dire, mais c'est comme dans nos vies, on prend jamais, ou c'est hyper dur pour nous de prendre 1 heure, par exemple, pour lire un livre ou tout ça. Ouais. Tu fais pas ça. Et c'est des moments où, quand on se parle au téléphone, où on se voit 1 fois par semaine, où, paf, je prends un recul et je me dis, ah tiens, ok. Et en parlant des points et de ce que je fais, il me dit, et ça, t'as pensé à ça, et ça, et pense à ça aussi. Ouais, ça te challenge, ça te permet de progresser, d'aller peut-être dans des trucs où, parce qu'en fait, souvent aussi, quand tu es tout seul en tant qu'entrepreneur, malheureusement, tu vas quand même aller vers la facilité. C'est quand même très difficile tout le temps de sortir de sa zone de confort. Tu vois, tout le monde raconte de sa zone de confort. Le problème, c'est que si, par exemple, ton truc, toi, c'est pas du tout les réseaux sociaux, mais qu'on te dit, non, mais en fait, il faut vraiment que tu communiques plus. Il y a d'autres solutions, quoi. C'est soit tu vas le sous-traiter, soit tu te mets des œillères et tu te dis, non, finalement, j'en ai pas besoin. Moi, je suis dans la relation humaine. Le problème, c'est que c'est ça, en fait. C'est que dès que tu as quelqu'un à côté qui te dit, non, attends, ouvre les yeux là, parce que ça, c'est obligé. Si tu le fais pas, on va pas y arriver, quoi. Donc, ça t'oblige à aller dans des recoins que tu avais peut-être évité jusqu'à présent. C'est exactement ça. Et après aussi, on travaille plus sur la notion de gamme. Hein. Moi, au début, j'étais juste un pantalon, mais c'est la plus grosse bêtise. Enfin, je sais même pas si demain si je partirais sur un pantalon, quoi. C'est une folie. Ouais. Une folie de faire un pantalon. Une folie. Et donc on travaille plus sur une gamme. Maintenant, la gamme s'est étoffée puisqu'on a un pull en cachemire. On est en train de travailler sur des polos manches longues, manches courtes. On va avoir aussi un zipper sans manches qui va sortir là après Chinese New Year. Et puis après, on complète avec toutes les goodies classiques. Ouais. Donc oui, on toujours en lien avec le golf. Toujours en lien avec le golf. On garde cette ligne de dire, nous, on veut améliorer les performances du golfeur sur et en dehors du parcours. C'est très bien. C'est hyper important. Généralement, le golfeur est manager exécutif. Donc, il trouve quand même dans nos produits, il les porte en dehors, quoi. Moi, je vois régulièrement et ça me fait hyper plaisir. Par exemple, je vois des gens qui ont acheté mon pantalon ou mon pull au cocktail de la chambre ou voilà. Et ça c'est mon bonheur, quoi, de les voir porter en dehors du golf, parce que c'est pas que le golf. Et après, je peux très bien avoir un autre golfeur qui va gagner sa première compétition de golf avec un pantalon Hélion, et ça me fait hyper plaisir parce que je me dis, voilà, il avait le pantalon Hélion et il a gagné, donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment ce qui m'apporte, de prendre du recul et de me dire, tiens, comment on va passer à l'étape d'après. Et c'est ça le plus dur quand tu es entrepreneur, finalement. T'es jamais dans le réel, en fait. T'es jamais dans l'instant présent. T'es forcément dans le développement, en fait. T'es obligé de dire, c'est quoi? C'est schizophrénique. Quel est le coup d'après? Ouais, c'est vrai. Quel est le coup d'après? Mais attends, on n'a même pas commencé à faire un peu de revenu, ou alors on commence à faire du revenu et il faut déjà penser au coup d'après. Et ça, c'est hyper frustrant parce que tu sais pas. Parfois, tu sais pas comment tu vas faire, et tu sais pas si tu as raison de vouloir déjà penser à toute ta gamme. Et par exemple, on est en train de développer gamme féminine, notamment parce que la femme, c'est hyper présent en Chine. Et que j'ai les jeunes femmes chinoises qui me demandent beaucoup, et t'as ça, et t'as ça, et t'as ci, et t'as ce produit-là, et quand est-ce qu'on a une couleur blanche pour le pantalon? Et donc, en fait, on est pressé, et on est une start-up, quoi. On n'a pas... T'es obligé de faire une liste de priorités dans ce que tu vas devoir développer par la suite, quoi. Tu peux pas... Puis c'est pareil, je veux dire, après, c'est pas sur demande et sur mesure non plus, tu vois. T'es obligé de penser collection, de penser une série, parce que même si tu fais un pantalon blanc demain, t'es obligé de produire un certain nombre de pantalons dans différentes tailles.
différentes coupes, différentes gammes. Enfin, j'imagine que c'est... Exactement, tout en respectant l'ADN de ta marque. Et tout à l'heure, tu as commencé à me poser la question de comment tu crées une marque, etc. Ouais. Moi, j'avais pas ces réponses, quoi. Clairement, c'était juste des goûts, quoi. Je suis un fashion enthousiaste. Et en fait, j'ai des idées, j'ai des goûts, j'ai mes goûts. Je vois les golfeurs. J'essaie de suivre les trends, d'anticiper les trends, de savoir qu'est-ce qui va être bien et de me dire, bah tiens, moi, demain, qu'est-ce que j'aurais besoin, quoi. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'avoir? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, les brands dans tout ce qui est textile, ils suivent des books, en fait, tu sais, les books de tendance, etc. Et toi, tu as pris un peu le contre-pied, tu dis, ben non, en fait, pour l'instant, alors bien sûr, tu es obligé de suivre un peu les grandes tendances, mais tu le fais d'abord par rapport à tes attentes à toi, tes goûts, et c'est perso dans ces cas-là. Tu passes pas ton temps à étudier tous les magazines de mode de la Terre. Je regarde un peu quand même, hein, clairement, ce qui fait... pas les magazines, puisque maintenant on a super Instagram qui est là, donc je suis des comptes de modèles par exemple, et je regarde ce qui se fait, des motifs, comment on pourrait faire, mais tout en sachant que quand même c'est dur pour moi de prendre un risque, parce que comme tu l'as dit, tu vas produire et tu peux pas prendre de risque, donc ça c'est complexe. Et ensuite j'essaie de beaucoup m'inspirer des avis des gens. Je fais essayer mes prototypes à mes amis, aux golfeurs, et je leur demande, allez-y, quoi, faites-vous plaisir, essayez-le, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous auriez besoin. Et j'essaye un maximum d'écouter le besoin de mes potentiels clients. Ne pas rester sur moi, même si moi je suis golfeur et que a priori je suis la cible, ma cible, mais j'essaie aussi de savoir qu'est-ce que le client voudrait. Comment tu fais le tri parmi tous les avis? Tout le monde a toujours plein d'avis. Tout le monde va te dire, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Comment tu fais le tri? C'est dur. Tout le monde va te dire, mais tiens, t'as pas cette couleur-là, t'as pas une coupe comme ça, t'as pas une version short, j'en sais rien, tu vois. La question que je leur pose, si tu l'achèterais si je faisais un pantalon jaune. S'ils me disent non, je dis bon ben voilà, tout simplement. En fait, j'essaye de les pousser dans les retranchements parce que oui, tout le monde dit ah ouais, j'aimerais bien avoir un super pantalon orange. Mais est-ce que toi tu l'achèterais le pantalon orange? En fait, il faut pré-mâcher le travail. J'adore cette phrase de Beck BD, c'est les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur propose. Et en fait, c'est la réalité. Et c'est un peu ça a été un développement assez énorme dans le retail. C'est qu'avant, on te vendait des produits séparés. Un t-shirt, un pantalon, une veste. Maintenant, si tu regardes tous les comptes Instagram, tous les magasins physiques, on te propose des outfits complets. On te mâche le travail, on te dit ah tiens regarde, tu sais pas comment mettre ce pantalon, tiens nous on le marie avec ce t-shirt, cette marinière, puis cette veste, puis ce blouson. Et en fait, il est là le truc, c'est qu'il faut arriver à montrer, à se projeter au client. Et si tu arrives à le faire se projeter, lui-même va aller prendre un peu plus de risques, tu vois. Par exemple, on a deux nouvelles couleurs de pantalon, un rouge et un camel. La première fois que j'ai montré le camel, j'avais 50%, comme je te disais, de gens qui disaient non, oui. Donc du coup, donc là, tu te dis, de toute façon, je l'ai commandé, je l'ai fait, comment je vais faire pour le vendre, quoi. Et en fait, en l'associant à des couleurs, tu vois, avec le pull bleu marine, avec des couleurs un peu plus flashy, avec du chiné, ça marche. Il faut donner des idées et que ton client potentiel, il se dise tiens, j'avais pas pensé à cette couleur-là avec ce genre de haut là, quoi. Exactement. Et au pire, même en lui offrant cette projection-là, il va se rabattre sur autre chose. Parce que pas tout le monde a envie de porter le pantalon rouge. Là, ça les éclate, tu vois, c'est Chinese New Year, je porte mon pantalon rouge, ils adorent. Mais ils vont se dire ah non, moi le rouge, je peux pas, je vais être trop show-off. Et donc ils vont faire quoi? Ils vont se rabattre sur le bleu ou le beige. C'est toujours offrir la possibilité à ton client un maximum de choix, un maximum de possibilités. Et c'est pas simple, c'est pas mon boulot, moi je le fais juste par goût, mais clairement oui, j'aurais besoin d'avoir quelqu'un demain qui réfléchisse à ça, qui puisse encore plus m'aider, qu'on aille plus loin, même sur les recherches de motifs. Moi j'aimerais bien qu'on fasse plus de trucs un peu plus fancy, mais tout en restant, tu vois, le détail en fait, le détail qui va bien, qui va faire qu'on reconnaît.
Parce que dans le golf, c'est quand même pas trop flashy. Alors, en plus, en Chine, je pense qu'on n'est pas dans des trucs qui cassent les yeux, quoi. C'est pas qu'ils sont flashy, ils aiment le détail un peu brillant. Il y a Golfino notamment qui fait beaucoup de choses qu'on ne verrait jamais en France. Moi, j'ai eu la chance, grâce à toi d'ailleurs, de rencontrer Ting qui s'occupe de Golfino ici. Elle m'a montré son showroom. Il y a des trucs, mais vraiment, c'est que pour la Chine. Alors justement, ça c'est un autre point, parce que toi, tu as commencé par la France. Là, tu dis, c'est que pour la Chine. Est-ce que tu vends en France et est-ce que tu as gardé l'idée du marché en France? Qu'est-ce que tu fais avec la France aujourd'hui alors? Alors, deux choses avec la France. Oui, la France, je garde. Ça reste un marché? Ça reste un marché. C'est un marché pour plusieurs raisons. C'est qu'en 2018, cette année, il y a la Ryder Cup. Donc, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde un peu en golf. C'est les golfeurs français, européens qui affrontent les golfeurs américains. Et donc, tous les 2 ans, ça a lieu en France, enfin pas en France, en Europe ou aux US. Et cette année, c'est en France. D'accord. Donc ça va être l'année du golf en France. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va avoir une grosse activité médiatique. On veut capitaliser sur ça parce que la marque, pour l'instant, est vendue donc dans 2 magasins, un à Paris, un à Deauville. Et on est en train de voir pour avoir aussi un magasin à Bordeaux. Alors c'est 2 golfs. Et à Paris, c'est chez Cotton Society. Très bien. Voilà, c'est une marque de vêtements chemise sur mesure, qui est un entrepreneur, Fabrice, qui est aussi à Shanghai. Qui va devoir passer aussi sur le podcast prochainement. Donc, c'est obligé. Qui m'aide beaucoup, qui m'apporte son expertise justement de tout ça, de vente. Et donc voilà. Donc oui, la France, ça reste 20% pour l'instant. Ce que je veux faire, c'est 20%. Entre 20 et 30% des ventes, on veut envoyer la production là-bas. Et on a aussi un deuxième et quelque chose de très intéressant, c'est que j'ai récupéré le naming de la plus grande compétition étudiante de golf organisée par l'EDEC, qui aura lieu le 14 et 15 avril, qui s'appelle donc la Elion Golf Cup. Nice. Et donc ça, c'est vraiment super. C'est un bon c'est un petit coup de fierté quand tu vois ton symbole, ton logo sur les affiches, sur les. Ouais, c'est beaucoup de fierté. Ça s'est fait hyper rapidement, de manière totalement inattendue. Et on va voir ce que ça va donner. Pour nous, l'essentiel, c'est de commencer à se faire connaître. Et une fois de plus, on est dans la bonne cible. En fait. On est chez des jeunes actifs qui veulent en plus mettre en avant le networking cadre étudiant. Et donc voilà, donc on va essayer de définitivement se lancer à travers cette compétition et après s'installer dans le paysage golfique en France. Voilà. Alors ça va être une bonne exposition. Alors justement, tu parlais de ton défaut d'être très têtu. Quand tu es entrepreneur, tu es obligé souvent de prendre des risques et d'aller dans des directions qui sont... Tu connais pas les outcomes, en fait, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu es obligé de prendre des choix, comme là, de récupérer le naming de cette compétition. Qui aujourd'hui te dit... Guillaume, t'arrêtes là. Il faut arrêter, ça va pas dans la bonne direction ou là c'est pas la bonne décision. Est-ce que tu as du monde autour de toi qui est capable et que tu vas écouter, parce que quand on est têtu, on a un peu du mal à écouter les avis des autres. Oui, il y a plusieurs personnes évidemment. Je dirais en 1, mon épouse déjà. Ça c'est en 1 parce que elle me supporte et elle supporte au quotidien. Bon, t'es chez moi sans révéler de grands succès, donc t'as vu que en fait dans la chambre il y a le stock. Ouais, c'est le stock qui est juste à côté. Donc tu vois déjà, elle tolère ça et c'est vrai que on discute et le fait de raconter ta journée quand même c'est assez intéressant parce que ça te permet aussi de reformuler tout ce que tu as fait quand t'es tout seul. En 2, il y a évidemment Stéphane qui est quand même là pour tempérer. Et ensuite, il y a une communauté d'entrepreneurs assez forte, on en parlait. Fabrice notamment, j'échange beaucoup avec lui. J'essaie de voir aussi finalement, de m'inspirer de ce que ces personnes qui ont réussi, tu vois. Toi, Fabrice, d'autres entrepreneurs. On parlait de Thomas Chabrière. Et en fait... tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, tu parles et derrière tu te dis ok, ça non, c'est pas raisonnable, et en fait ils te challenge quand tu parles, tu te dis tiens, je planifie par exemple, on est en train de négocier un gros partenariat en Chine, là si ça se fait ça va être super, d'un organisateur de compétition de golf. D'accord.
Moi, au début, j'étais parti pour... ils en organisent entre 15 et 20 sur Shanghai par mois, quoi. Ah ouais, wow. Donc c'est énorme. Et je me suis dit, ouais, c'est parti, on y va, 15 et 20. Je commençais à faire un budget marketing, on va faire des cadeaux, tu fais ton budget, puis là, tu vois le budget, tu fais, ah ouais. Puis t'en parles, et puis en fait, tu dis juste, ouais, mais tu trouves où les sous là? T'as fait un revenu plan derrière, il y a quelque chose. Puis en fait, après, tu vois, tu descends. Tu relativises, quoi. Tu relativises, tu dis, bah non, en fait, 20 non. En fait, on va faire 4 pour commencer, quoi. Ouais. Ce sera bien, déjà. Et voilà. Et après aussi, j'ai beaucoup appris de ce défaut. Enfin, tu vois, ce défaut-là, en fait, j'en avais pas conscience au début. Et maintenant que je le connais, ça me permet de jouer avec, quoi. Et de me dire, bon, là, non. Là, t'es raisonnable, Guillaume, t'essaies d'être raisonnable, donc stop, tu en parles. Et si j'ai un doute, j'en parle à quelqu'un. Et du coup, je me refais challenger. Et si je vois vraiment que c'est pas raisonnable, je le fais pas. Mais parfois, je le fais. Moi, parce que, après tout, je fais ce que je veux. Non, mais parce qu'on n'a rien sans rien. Enfin, je veux dire. La preuve, jusqu'à présent, c'est que tu t'es parti, tu t'es lancé dans des idées où il y a plein de gens qui ont dû se dire, mais c'est juste la folie. Et quand même, tu t'es accroché. Et aujourd'hui, t'es pas encore à un niveau qui peut dire, bon, bah, on a réussi, tu vois. Mais en tout cas, tu as l'énergie et la détermination ou c'est ça, pour continuer à avancer. Et dans tous les cas, l'aventure Hélion, elle s'arrête pas là, quoi. Il y a encore plein de choses qui sont dans les cartons et qui vont arriver, quoi. Non, il y a beaucoup de choses. Là, c'est un essai. Maintenant, il faut transformer, quoi. Si on peut prendre. Tu sens que 2018, là, c'est une année où il y a plein de choses qui se passent. Clairement, ça va être l'année pour Hélion de la vie ou de la mort, si on peut dire ça comme ça, un peu à la romaine. Mais du coup, il n'y a pas de pression, c'est bien. Mais oui, enfin, il faut être honnête envers soi-même. Je pense que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Je pense que moi, j'aurais pas envie de m'entêter. C'est-à-dire que si à la fin 2018, début 2019, je suis toujours à me battre et que je vois qu'on n'a pas de track record, je réfléchirai sincèrement, parce que au bout de quasiment 4 ans, même si les ventes ont commencé en 2017, faudra repenser si on n'arrive pas notamment à faire rentrer des investisseurs, notamment. Ouais. Voilà, je veux dire, moi j'ai investi dans la boîte de l'argent, j'investis aussi de mon temps. Bien sûr. Il y a un moment, il faut être honnête, si ça marche pas, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Ah bah complètement. Du coup, quel est ton métrix? Quel est ce que tu vas checker régulièrement, parce que tu sais, moi ce que j'appelle les vanity numbers, en fait, qui sont les chiffres, en fait, qui te font plaisir, qui veulent pas dire grand chose au niveau de ton business, mais je vais dire n'importe quoi. Ça peut être, pour certains, ça va être le nombre de likes sur le dernier post, tu vois. Ils vont dire, bon bah tiens, ça marche comme ça. Après, le meilleur métrique, c'est les ventes, mais quand tu es en démarrage, les ventes, elles vont pas assez vite, tu vois. Donc quel métrique que tu regardes, toi? Alors moi, je suis un fou de la performance. En fait, je prends mon plaisir que dans la performance. Ok. Donc c'est le pire métrique. Moi, c'est un sportif, donc tu es dans la compétition. Ouais. Moi, c'est les ventes et le revenu par mois. Ok. C'est dur, mais pour moi, c'est ça. Enfin, les likes, je dis pas que c'est facile d'en avoir, mais bon, c'est rien, quoi. Un like, c'est pas une vente, quoi. Un like, c'est pas une vente. Une vente, ça va te faire, ça va vraiment t'apporter derrière. Oui, tu as une communauté, tu peux t'appuyer sur quelque chose, mais quand tu vends un produit, si tu vends pas contre de l'argent, tu peux avoir la communauté, tu t'avanceras pas. Alors après, ça voudrait peut-être dire qu'on pivote. Peut-être que Hélion pivotera. Je veux dire, tu rencontres plein d'entrepreneurs, on sait très bien, et c'est très marrant parce qu'ils ont pivoté. Mais moi, j'écoutais il y a pas longtemps un super podcast, puis hier Thomas m'a montré une super vidéo. En fait, faut pas monter un business pour gagner de l'argent. Il faut monter un business parce que c'est ta passion, quoi. Moi, ma passion, c'est le golf, en fait. Ouais. Au début, j'ai dit dans le podcast, oui, je veux être entrepreneur, la santé au travail. Franchement, demain, Hélion, ça réussit et ou ça foire. Mais c'est sûr que derrière, peut-être que je montrerai un autre business. Oui, bien sûr. Et en fait, moi, ce qui me guide comme métrique, c'est ça, parce que derrière, il faut arriver à passer à l'étape supérieure. C'est de dire, demain, nous, on va être capable
de dire à des investisseurs, regardez notre marque, elle est hyper intéressante, elle est nouvelle, on est innovatrice, on offre quelque chose, on a aussi une communauté. Donc moi, si je regarde pas les ventes, les likes sur Facebook, les likes sur les posts, c'est intéressant. Oui, c'est une métrique que je prends, mais pour l'instant, on a besoin de concret, quoi. On a besoin de carburant, quoi. Bien sûr, mais parce que tu es aussi dans un business où tu as investi de l'argent upfront. Tu vois, tu n'es pas dans un business qui vend et ensuite tu produis. Tu as été obligé de produire, tu as du stock en fait, tu es assis sur un inventaire. Et ça, forcément, ça met un risque. Il y a un gros risque, quoi. J'imagine, c'est des dizaines de milliers d'euros facilement à droite à gauche. Le problème, c'est que maintenant, il faut vendre. Et donc, c'est sûr que le like, ça suffit pas, quoi. C'est ça. Ouais. Mais après, c'est là où ça te force aussi à être innovant. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est le moteur, c'est te dire, bon, tu as des contraintes, cette industrie-là t'impose des contraintes. Comment derrière je vais être innovant, comment derrière, moi c'est là maintenant mon challenge, et c'est là où peut-être on va avoir plus le côté tech, c'est demain, Elion va être innovant sur son modèle de distribution parce qu'il n'a pas le choix non plus. Ouais. Et finalement, c'est toute la philosophie de l'entrepreneuriat, et c'est là où en fait on est peut-être les meilleurs, c'est quand on est face au mur et dos au mur que tu as les plus belles solutions et tu as les plus belles histoires. Il faut être créatif, quoi. C'est ça. Il faut être créatif. Alors, on va arriver sur la fin et il y a plein de choses qu'on a vues. Moi, ce qui est hyper intéressant avec ton profil, c'est que tu viens d'arriver en Chine. Enfin, t'es encore un petit jeune. Un bébé, 2 ans de Chine. Voilà, 2 ans de Chine. Tout de suite, tu as lancé ta boîte avec quelque chose que tu avais créé avant et donc tu es arrivé. Et donc, tu as su te tourner vers la communauté. Donc aujourd'hui, une communauté qui en plus t'a répondu, tu as eu des contacts. Alors, je viens de réaliser un truc énorme là en t'écoutant, que j'avais pas réalisé avant, c'est qu'en fait des Français qui ont lancé des boîtes autour du textile, finalement il y en a quand même quelques-uns. Et on en a cité 2-3, mais il y en a tout de suite en fait j'en ai 3 autres qui me viennent en tête, quoi. Et je me dis donc il y a une vraie communauté autour de ce domaine-là, très précisément. Et toi, alors justement, quelqu'un vient se lancer en Chine demain. Il y a un gars qui arrive là lundi et pareil, il veut lancer une boîte, il a une idée qu'il gratouille depuis un moment et il veut se lancer en Chine. Quelle est la première chose que tu lui recommandes dès la semaine prochaine? Il faut qu'il fasse quoi? Il arrive lundi matin avec le vol de 6h30 de Charles de Gaulle. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il essaye de faire un prototype / une petite prod et il la vend, quoi. Ok. Et une fois qu'il la vend... Mais il arrive, il faut... C'est comme toi, ça s'est d'abord passé par rencontrer des gens, donc du coup... Tu l'envoies vers qui? Il faut qu'il parle à qui? Il faut qu'il parle à qui, ça dépend de son secteur, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une communauté entrepreneuriale française qui est hyper riche. Moi, je pense que je pourrais l'orienter. Toi, tu as fait plein d'événements, je crois que c'est ce que tu disais, tu as fait énormément d'événements networking. Je suis un grand malade des networking, en fait. C'est peut-être que mon premier conseil, pendant les 2-3 mois, c'est de rencontrer un maximum de gens. Ouais. Pour faire une espèce de cartographie du réseau, quoi. Okay. Et de savoir, tiens, qui fait quoi ici, comment ça fonctionne, quoi. Comment, quand on veut monter un business, comment ça fonctionne, rencontrer les entrepreneurs, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi ou pas, pourquoi ils ont arrêté, pourquoi ils ont continué. Et voilà, parce que ça, c'est hyper important. Moi, c'est vrai qu'au début, les 6 premiers mois, en fait, j'ai couru tous les networking possibles et inimaginables. Et après, je me suis engagé dans une voie. J'ai fait, cette année, par exemple, j'ai été membre de la JEF, Jeunes Entrepreneurs Francophones. Et ça m'a apporté un super réseau. Et après, j'ai arrêté parce que ça prenait pas mal de temps et que Elion gonflait. Et maintenant, il a fallu te refocus en fait sur ton activité. Sur mon activité. Et maintenant, j'ai d'autres activités en fait qui ont remplacé. Par exemple, je suis le responsable des alumni ESCP. D'accord. Et en plus, je me suis rajouté un nouveau truc, c'est que je suis le coordinateur de l'Investor Club, puisque comme ça a marché pour moi, Morgane et Laurent, donc l'ancien coordinateur, m'ont gentiment proposé de reprendre, ce que j'ai accepté parce que c'est génial, je trouve, d'avoir quelqu'un qui l'a fait et pour qui ça a marché. Donc moi, je pourrais dire ça marche et venez, c'est la preuve. Et c'est la preuve. Donc oui, finalement, essayez pendant 2-3 mois de voir votre communauté. Vous êtes français, belge, américain, japonais. Faites le tour de votre communauté, savoir qui fait quoi,
où, quand, comment, présentez votre projet, parlez-en, et après ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Mais soyez curieux, c'est-à-dire que marchez dans la rue, allez vous balader, je sais pas, vous avez un projet tech, allez voir les incubateurs tech, présentez votre projet. On va vous présenter des gens qui ont sûrement le même projet que vous ou un projet similaire. Et ils vont vous aider, ils vont vous présenter, etc. Un retour d'expérience, c'est sûr. Et à partir de là, on se crée un réseau. Et à partir de là, on va se dire, tiens, Greg, c'est l'entrepreneur qui aide les entrepreneurs. C'est l'entrepreneur qui fait qu'il va présenter des personnes qui vont pouvoir aider les autres entrepreneurs. Je veux dire, toi, c'est un réseau super. Et voilà, moi, mon objectif, c'est de dire, les gens, quand ils entendent parler golf, ils doivent... Faut qu'ils pensent à... Ils vont penser à Guillaume, quoi. Faut qu'ils pensent à Guillaume, on pense à Guillaume. Et après, on pensera à autre chose. Mais oui, textile, il y en a plein de textiles. Moi, j'ai créé d'ailleurs un groupe qui est que francophone, et Shanghai Entrepreneur Textile. Et bon, voilà, on essaye de temps en temps de faire des trucs, on ne le fait pas assez, je trouve, mais parce que comme c'est un truc en plus que j'ai commencé et que voilà, c'est trop de trucs. Mais oui, faire ça, c'est pour moi source de réussite. Mais tu as raison sur quelque chose qui est très important, et je pense que les gens ils l'oublient complètement, c'est qu'en fait il faut très rapidement que tu deviennes une référence dans un domaine qui est précis. Donc toi, comme tu dis, il faut que quand les gens ils pensent golf, ils doivent penser à toi. La même manière que quand ils pensent à l'entrepreneuriat à Shanghai dans la communauté française, il faut qu'ils pensent Greg, quoi. Et je pense que tu vois les podcasts aussi, ça sert à ça, c'est de mettre en avant le réseau que j'ai développé et de leur dire et de leur rendre aussi l'appareil. En fait, tous ces gens-là, ils m'ont aidé aussi. Donc en gros, c'est de dire tiens, avec ces podcasts, on va rentrer un peu dans le détail et puis on vient aussi te positionner. Le golf, c'est Guillaume et c'est ce qu'on va faire avec tous les autres de la communauté. La toute dernière question, qu'est-ce que ta mère pense quand elle sait que tu vends des pantalons de golf à Shanghai? Elle comprend, elle se dit mon fils, tu vas commencer à bosser un jour ou... J'en sais rien, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'elle est très fière. Elle est très fière. Elle est quand même contente que j'ai toujours ce boulot d'ostéopathe. Ça la rassure. Ça la rassure quand même parce que c'est mon premier diplôme. C'est quelque chose que je perdrai jamais et puis en plus c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que la première fois quand je leur ai dit je vais faire une école de commerce, ça a été dur. ça a été des pleurs. Mais voilà, je pense que ils sont contents de me voir et elle est contente de me voir épanoui et de faire quelque chose qui est ma passion. Donc ouais, c'est ce que je me dis. Après, elle est forcément un peu inquiète, elle connaît pas du tout la Chine, mais oui, oui, je pense qu'elle est fière de ça. Mais moi, ce serait mon conseil pour tout, et moi, c'est ce que j'adore dans tes podcasts, c'est finalement, on arrive à capter un peu ce qui fait l'histoire de chacun et on a forcément, au moins dans l'heure qu'on passe avec toi, quelque chose où on va se reconnaître, où on va se dire ah tiens, j'y avais pas pensé à ça, et ça aide énormément. Et voilà. Tu vois, je vais être curieux quand cet entretien il va être publié. Tu as rencontré plein de gens, tu vois, avec tous les networking que tu as fait, et je suis sûr que plein de gens vont dire tiens, je connaissais Guillaume, mais en fait je savais pas ça. Tiens, je savais pas ça non plus. Et en fait, je me rends compte, parce que c'est des feedbacks qu'on m'a donné sur plein de choses, c'est que finalement, à Shanghai, tu rencontres plein de gens. Mais déjà, d'une, il y a le côté succès obligatoire, quoi. T'es obligé d'être successful à Shanghai, tout le monde va bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est un peu C'est pas que Shanghai, ça, hein, c'est... Voilà, peut-être. C'est la vie, c'est Paris aussi. À Paris, c'est pareil. Il n'y a pas de problème, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Mais tous les gens que tu vois, ils n'ont jamais de problème. Et c'est un peu dommage, quoi. Enfin, bien sûr. Non, mais... Donc déjà, tu as ça. Et puis après, personne ne prend vraiment le temps d'écouter l'histoire, quoi. Tu vois, ton histoire, vraiment. Alors peut-être ils vont le faire au début, puis ils vont oublier, puis après il y a le storytelling qui vient derrière. Donc toi, tu vas raconter selon les gens que tu rencontres, tu racontes une histoire peut-être qui va être un petit peu différente, adaptée quand tu pitches ton projet. Enfin, tout le monde fait pareil. Et là, grâce à des moments comme ça où on se pose, après les gens ils font voir s'ils écoutent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'épisode, mais je pense que les gros consommateurs de podcasts qui sont curieux d'entrepreneuriat,
ce qui est ton cas aussi, c'est que justement tu as envie de connaître l'histoire et ça prend un peu de temps de rentrer. Alors c'est sûr que ça fait des épisodes un peu plus longs, mais ça prend un peu de temps de rentrer justement dans les détails. Et... Je pense que c'est bien d'avoir les détails. Ouais, sinon le reste c'est pas intéressant. Enfin, sinon c'est trop facile. Tout est beau, tout est bien, mais en fait là où on apprend le plus à chaque fois, c'est bateau de dire ça, mais c'est fou. C'est quand on rate une marche, quand on perd un match, quand on perd un marché, quand on rate un prototype. C'est là où on apprend. Et en fait, c'est la même chose avec tes podcasts, moi je trouve, et on en a déjà parlé, la longueur ça peut effrayer des gens, mais moi j'ai envie de te dire, il faut qu'ils fassent 1 heure tes podcasts, et surtout, si vous n'avez pas 1 heure, même pour vous, et là c'est l'ostéopathe qui parle, c'est vous devez vous prendre des moments où on prend du recul en fait. Que ce soit pour écouter un podcast, pour lire un livre, ou pour faire une sieste, ou pour taper des balles de golf. Prenez un temps pour vous reculer surtout et faites quelque chose qui va vous faire du bien. Passionne. Super, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Guillaume, c'était très intéressant. Greg. Et si on doit te retrouver ou suivre ton développement et Lyon en général, on te retrouve où, sur quel média? Alors, quel média? WeChat. Ok. WeChat, la page on mettra le QR code dans l'article. Super. Le compte officiel est Lyon en 1. Ensuite, tu pourras mettre aussi mon ID. Ok. Les gens peuvent me contacter directement, que ce soit pour toute question, s'ils sont intéressés par les produits, et aussi sur LinkedIn. Il n'y a pas de problème. Super. Je suis facilement contactable. Ok. Merci beaucoup Guillaume. Merci, à bientôt. Greg. C'est drôle, on croit. Voilà, j'espère que si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur iTunes et sur SoundCloud et de me laisser des commentaires et des étoiles. C'est la seule manière de voir pour moi ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Je vous invite aussi à checker SoundCloud puisque nous avons lancé un contenu différent en parallèle que l'on teste d'abord sur SoundCloud avant de le faire passer dans la chaîne de podcast habituelle. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi des idées, donnez-moi vos commentaires, des conseils pour améliorer tout ça. Et dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.